l'efficacité est d'abord question d'interprétation. On n'est pas efficace sur une échelle d'évaluation qui tomberait d'en haut. On est efficace que relativement à. Et c'est ce relativement à qu'il va falloir définir. Je vais trouver 9 angles, 9 miroirs qui se montrent à nous et qui nous montrent si nous sommes efficaces ou non, et quel genre d'efficacité il faut avoir, à mon avis, dans le métier d'entreprendre. La première efficacité, l'efficacité comme aventure. Pour qu'il y ait aventure, il faut que la voie ne soit pas tracée d'avance. Il faut qu'il y ait des péripéties, des obstacles, une improvisation constante. Les grandes joies d'entreprendre, vous savez bien, c'est l'art de déléguer, l'art de s'en remettre aux autres. Et c'est ça l'aventure, à mon sens, la véritable aventure. L'idée que tout ne repose pas sur vos épaules. Et que les entrepreneurs qui ont une vision dictatoriale du métier et qui se conduisent comme des despotes voulant tout contrôler justement, être dans la partition classique et non pas dans le jazz, risquent deux choses. D'abord de fétichiser leur image, ce qui fait que l'entreprise ne pourra pas appartenir à quelqu'un d'autre. Et puis, deuxième chose, évidemment, ça empêche le retour critique sur soi. Nous sommes sur l'optique du devenir, de l'aventure et du devenir. C'est-à-dire concevoir en toute chose non pas des blocs monolithiques qui ne bougeraient pas, mais des processus, des flux qui sont en changement perpétuel. Le deuxième point, c'est ce que j'appelle le besoin comme efficacité. J'appelle ça le besoin. Le besoin, c'est cette conscience de l'autocritique permanente et donc d'un retour sur soi. L'acte d'entreprendre est un acte qui consiste à un retour sur soi aussi, à travailler sur soi, à évoluer aussi mentalement, psychologiquement et dans son rapport aux autres. Le devenir n'est pas un devenir autocentré. Et nous sommes dans une sorte de dictature du tout-ci dans l'entreprise. Comme si l'acte d'entreprendre dépendait purement du développement personnel, avec cette idée qui, selon moi, est fallacieuse, tu ne peux pas changer le monde sans te changer toi-même. Et c'est là où je mettrai un petit bémol par rapport à la pensée bouddhiste. Gentil et cordial bémol, mais un petit bémol. L'idée qui consiste à dire tu ne peux pas changer le monde, il faut d'abord te changer toi-même, est une idée périlleuse au niveau politique. Et en France, nous avons quand même une tradition politique extrêmement forte, et je dirais une sensibilité politique extrêmement forte. Est-ce que c'est véritablement vrai? Est-ce qu'on ne peut pas changer le monde pour se transformer soi-même? Est-ce que nous n'avons pas vu des changements, ne serait-ce que dans l'histoire de France, où le monde se transformait radicalement et les individus se retrouvaient métamorphosés, exultants de joie, exultants de possibles qui tout d'un coup s'ouvrent à eux alors qu'ils étaient dans des impasses, des résignations et des dépressions. Bien sûr, nous avons une efficacité sur le monde extérieur du point de vue de notre propre conscience, mais il faut mettre la flèche dans les deux sens. Il y a une réelle efficacité de l'extérieur sur notre propre conscience. À tel point que j'ai envie de changer de paradigme et de vous montrer que notre efficacité est possible, non pas une efficacité strictement psychologisante, change ta tête, change ta façon de voir le monde, bien sûr c'est important, il ne faut pas le nier, mais il y a aussi conscience que dans l'entreprise, il y va plus de politique que de psychologie. Dans l'entreprise, nous avons des rapports de force, nous avons des hiérarchies, nous avons des supérieurs, nous avons des personnes qui ne sont pas d'accord et qui doivent tomber d'accord et qui vont argumenter et qui vont batailler. Nous avons de réels rapports de force et nous avons du vivre ensemble et du commun. C'est la définition même de la politique avant même de tomber dans la psychologie. Je pense qu'il faut réhabiliter la notion que l'entreprise est une affaire aussi politique, de la micropolitique, de la politique interne, mais c'est quelque chose de politique au sens philosophique du terme, à savoir des rapports de force et des volontés peut-être contrastées, peut-être opposées, qui doivent être mises en œuvre. Ça nécessite une troisième dimension à l'efficacité. Non seulement ce besoin de salut dont je parlais tout à l'heure, mais également un besoin de complicité. C'est ma troisième notion d'efficacité. La complicité comme efficacité. Là, c'est très compliqué parce que nous sommes tellement englués dans le tout-ci que nous ne pouvons pas concevoir la complicité, c'est-à-dire le rapport aux collègues, le rapport aux partenaires, cette communication en réseau. Nous avons une vision trop psychologique de tout ça. Or, il n'en va pas de psychologie. Il en va certes de relations humaines, mais pas forcément de psychologie. La loyauté, c'est l'inscription d'une amitié dans le temps. Et l'idée qu'on ne peut pas retourner sa veste en un claquement de doigts parce que la conjoncture est différente. Il y a une trace mémorielle de l'amitié. Je me souviens que nous sommes amis. C'est l'amitié inscrite dans le temps. Dans la complicité, pour sortir du tout-ci, pour sortir de la psychologie, il faut revoir qu'est-ce qu'une amitié. Une amitié, toute
amitié est fondée sur une chose essentielle. Vous allez voir qu'elle est autant politique que psychologique. Vivre des événements forts en commun. Des peines comme des joies. Des douleurs comme des moments de victoire, d'exaltation et de réussite. Dès que vous vivez des événements, et donc c'est l'événement qu'il faudra questionner, des événements forts, c'est-à-dire hauts en émotion, vous tissez une amitié. J'insiste sur le verbe tisser. Je parle du mélange humain. Mais le mélange, ça doit prendre, il faut que ça tourne, il faut qu'un fil soit tissé. Les amitiés se tissent. Plus va se tisser, va être secrété une mythologie commune, une façon de parler en commun, une culture maison, des mêmes valeurs, des mêmes repères. La complicité, c'est vivre des événements communs et les archiver. Et bien, au niveau de l'entreprise, c'est exactement pareil. Archiver les vécus en commun. Au niveau des collègues, au niveau des relations d'entreprise, il s'agit de concevoir que le rapport à l'autre dans la complicité est un rapport qui me transforme. Il n'y a pas de complicité sans transformation mutuelle. De quelle nature est cette transformation? Je vais aller vite. Elle est de l'ordre d'une interpénétration. Un peu de moi entre en l'autre, un peu de l'autre entre en moi. C'est ça le mélange. Précisément ce que je définis par le mélange dans mon livre « Mélangeons-nous, enquête sur la chimie humaine ». Le mélange n'est pas une fusion où les individus seraient dissociés. Le mélange est une alternance entre des moments de fusion, on partage des événements forts en commun, le jazz dont je parlais tout à l'heure, de l'aventure en commun, de la passion en commun, du travailler ensemble. Et puis on se dissocie, on rentre chez soi, on dit à demain, au revoir. Et on revient à soi. Mais on revient à soi transformé par l'autre. Concevoir le métier d'entrepreneur, c'est concevoir que vous êtes destiné à une vie très intense, car il en va de l'aventure, du besoin, mais aussi de la complicité. Vous aurez des complicités extrêmement fortes, car sur la corde raide, vous allez devoir agir en commun, et dans un flux tendu, vous allez effectivement partager des émotions. Ces émotions-là vont vous transformer et changer votre façon de voir. Le désir comme efficacité. J'entends le désir au sens de vouloir, je ne fais pas de distinction philosophique. Le bonheur est efficace. J'ai dit récemment à des entrepreneurs de façon assez provocante, vous devez être heureux pour être entrepreneur. Je ne parlais pas du devoir être heureux qui serait une injonction, ce serait une provocation gratuite, on ne peut pas décider de son bonheur. Je parlais du bonheur qui est en vous, dans l'acte même d'entreprendre. Toujours se souvenir que l'acte même d'entreprendre est un acte fondé sur le bonheur. C'est par une volonté de vie intense, et c'est parce que vous avez des choses à partager en vous-même, que vous voulez vous destiner à un destin qui sort peut-être de vos vies précédentes, de vos inactions précédentes, de vos inerties. C'est parce que vous avez une énergie, et donc d'abord un désir en vous-même, que vous vous destinez à ce métier-là. Si vraiment vous avez joué ce pari, et risqué gros dans ce pari-là, et ce pari est risqué, même en écoutant des success stories, on sait très bien qu'il y a le divorce qui plane, le dépôt de bilan et la dépression. Les 3D, vous les connaissez, donc on sait bien que c'est risqué. Si vous avez pris ce risque-là, c'est parce que vous aviez un désir. Ce désir, pour être efficace, il doit rester intact. Ne jamais trahir la vision de vous-même quand vous avez décidé d'entrer dans l'aventure. Ne vous oubliez pas. Vous devez à chaque fois pouvoir convoquer votre vous quand vous avez décidé d'entrer et de faire ce métier-là. Ce vous-là était un vous heureux. Quand je dis vous devez être heureux, c'est vous devez vous rappeler du mouvement même d'émergence qui était un bonheur fondamentalement initialement. L'énergie, 5e point, l'énergie comme efficacité, je ne vais pas m'étendre, vous savez qu'il en faut, vous savez que c'est très très dur aujourd'hui, car nous sommes dans une dilapidation constante de notre énergie, et la plainte qui revient en entreprise, c'est rien ne me nourrit parfois. Les gens ne me nourrissent pas. Sur l'efficacité et l'énergie, sortez du psychologique version Freud. Arrêtez de concevoir la psychologie et votre être intime comme des pulsions qui doivent sortir, des désirs qui doivent se réaliser. Bien sûr, il y a cette flèche-là. Ce mouvement d'extériorisation, il existe. Je veux me réaliser, je veux faire sortir mon moi, je veux donner une forme tangible et concrète de ce que j'ai au fond du cœur, au fond de l'esprit. Mais n'oubliez pas la flèche inverse. Le monde aussi doit entrer en vous. Vous devez aussi prendre l'énergie de vos collègues.
Vous devriez aussi ouvrir la herse de votre château fort, sortir des carapaces émotionnelles, du cuirassage des émotions si pratiques quand il s'agit de stratégie et de gestion pure, et si calamiteux quand il s'agit d'humanité, de dignité et de prendre de l'énergie des autres. Et souvent, nous avons une tendance, quand on fait de l'entreprise, à croire que tout vient de vous, vous plantez des graines et rien ne doit entrer. Ouvrez aussi la herse, les choses entrent, elles tapent à la porte. Vous savez, soyez modestes, le monde est plus grand que vous. Votre petit moi est rikiki, le monde est énorme. C'est lui qui fait pression sur vous, c'est pas vous qui faites pression sur lui. La question n'est pas qu'est-ce que de moi je dois réaliser dans le monde, la question est qu'est-ce que du monde doit entrer en moi et me transformer moi-même. Le F, le fruit au sens de résultat du travail, comme efficacité. La production, je ne vais pas m'étendre, mais vous savez bien que l'efficacité en entreprise, c'est aussi produire. C'est aussi faire des bénéfices. C'est aussi faire de l'argent, on en a beaucoup parlé précédemment, parce que sinon la viabilité de l'entreprise échoue. Ce fruit-là, il faut prendre conscience qu'il ne doit pas viser simplement la pérennité de l'entreprise, voire le développement de l'entreprise. Ça, c'est déjà bien. C'est le win-win. C'est le gagnant-gagnant. Je développe mon entreprise et ça rend les gens qui travaillent pour moi heureux. C'est bien. Il faut passer au cube. Il faut passer au win-win-win. Je développe mon entreprise, ça fait du bien aux gens et ça fait du bien à la société. Vous devez, avec les périls écologiques, avec l'inscription d'entreprise au cœur de la société, vous devez prendre conscience qu'il faut monter au gagnant, 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 au win, au cube, si vous voulez une formule, mettez un petit 3 avec le win à côté. Ça veut dire avoir une conscience du milieu. Aussi bien je transforme mon entreprise me transforme, je transforme les collaborateurs, aussi bien je participe un tant soit peu à la transformation du monde environnant, et la transformation du monde environnant influe sur ce que je fais dans mon entreprise. Ce win au cube là, c'est ce que j'appelle l'onde de charme, la circulation contagieuse du bonheur. Si on comprend bonheur comme un dynamisme, et non pas comme une denrée que l'on consomme, une puissance d'action, une puissance d'émergence, une puissance de créativité, alors on comprend bien que le but de l'entreprise, par-delà l'argent et par-delà un constat social satisfaisant ou un constat écologique satisfaisant, il est véritablement d'augmenter, d'accroître la notion de bonheur dans la société. La guerre comme efficacité, la guerre au sens de défi, ne vous fiez pas au mot belliqueux de la guerre, il ne s'agit pas d'entrer dans un combat, mais réellement, le mot est intéressant. Le pouvoir, c'est le pouvoir sur les autres. J'impose ma volonté aux autres, j'écrase les autres, et j'oppose au pouvoir la puissance, comme rayonnement du bonheur, comme capacité de faire circuler l'onde de charme. Et cette puissance-là, c'est d'abord de réinstaurer de la dignité dans n'importe quel interlocuteur. Ne personnalisez jamais vos ennemis. Les ennemis, ce sont certaines idées, et non pas certains hommes, certaines femmes. Ne personnalisez pas la guerre. La guerre est une question de conception du monde, une question de philosophie d'entreprise. Elle n'est jamais incarnée par des êtres humains. Ainsi, nous pouvons mener une guerre sans tomber dans la haine et en continuant cette circulation d'onde de charme. J'en viens à l'harmonie, l'inscription dans le milieu. L'harmonie comme efficacité, c'est ce que je développais avec l'idée d'une écologie, écologie de soi, écologie des autres. Prenez conscience du milieu. Prendre conscience du milieu, ça veut dire être au courant de l'actualité. Prendre le pouls de la société, prendre le pouls des tendances à venir, adorer les scoops, adorer ce qui est nouveau, comprendre les lignes de front nouvelles qui s'esquissent. Vous devez travailler votre journalisme entrepreneurial. L'harmonie, c'est ça. Quelle place j'ai dans le tout, dans la société, dans le monde. Et je finis par cette 9e efficacité, 9e clé d'efficacité, qui est l'intuition. Et là, on va au plus intime de soi-même. L'intuition, c'est à la fois nos idées, mais c'est surtout notre imaginaire. Tout ce qui peuple notre intériorité. Et l'imaginaire, vous savez, c'est un muscle. C'est Ariane Mouchkine qui dit ça, et c'est une très belle définition. Ça s'entraîne, on s'entraîne à imaginer. Ce n'est pas simplement une faculté que l'on pourrait convoquer comme ça magiquement, il en va aussi d'un entraînement. Et d'un entraînement qui, parfois, se perd en cours de route. Dans une obsession de la performance, dans une performance qui vise la rentabilité à tout prix, nous perdons cette fibre de l'enfance qui est l'émerveillement du monde, la spontanéité dans le rapport à l'autre et la capacité à prendre le monde en soi. Ces trois choses-là, nous les évacuons dès qu'il s'agit de rentabilité pure. Donc pour avoir une imagination féconde, il faut d'abord prendre conscience de l'efficacité même de l'imaginaire. C'est l'idée que le bonheur est quelque chose d'immédiatement partageable, immédiatement à partager. Vos succès doivent être partagés, vos échecs doivent être partagés. Je suis suffoqué quand je vois tout ce qui émane de l'entreprise et émane de tous les secteurs, qui est une jérémie continuelle sur soi-même,
où les gens disent « je ne suis pas assez heureux, je ne suis pas assez développé, je n'ai pas assez atteint mes objectifs, je n'ai pas assez. » C'est pas vrai qu'on n'a pas assez de bonheur, c'est aussi une conception qu'on a de soi-même. Le bonheur est déjà en vous. La question n'est pas de travailler dans l'entreprise pour être heureux. La question est de travailler dans l'entreprise et de ne jamais oublier que le bonheur est votre moteur premier et votre matière première. Je vous remercie.